achève-la, David. Débarrasse-nous d'elle pour de bon, et tout sera fini. La voix de ma propre sœur, Clara, a fendu le silence de la pièce. Froide, sans vie, comme un commandant ordonnant de se débarrasser d'un cadavre. Pile à cet instant, le genou de mon beau-frère écrasait 3 de mes côtes, les enfonçant dans le plancher en chêne massif. Sa main soulevait une lourde statue en bronze, prête à m'enfoncer le crâne. Il pensait qu'une femme soldat allait simplement fermer les yeux, et attendre de mourir dans sa propre maison, tout cela pour un bout de papier d'héritage. Il se trompait lourdement. Je suis le capitaine Bellahart, et j'ai 33 ans. Si votre propre chair et votre propre sang vous a déjà tout pris, pour vous acculer au pied du mur, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo, en bas dans les commentaires. Cliquez sur le bouton j'aime, et abonnez-vous. Cette histoire raconte comment j'ai utilisé la discipline militaire, pour réduire leur trahison en poussière. Pour comprendre pourquoi j'ai fini par saigner sur le sol de mon propre salon, en attendant le coup de grâce de ma propre famille, il faut revenir en arrière. 3 mois plus tôt. Le 3e jour après les funérailles. La maison étouffait littéralement, sous l'odeur des lys funéraires. C'est une puanteur lourde, d'une douceur écœurante, qui s'accroche aux cloisons, et s'imprègne dans vos vêtements. Je détestais ça. J'étais assise par terre, dans le coin de la pièce à vivre, les genoux ramenés contre ma poitrine, vêtu d'un t-shirt en coton noir délavé. Les voisins, ces gens honnêtes de la classe ouvrière, qui se souciaient vraiment de mon père, étaient enfin rentrés chez eux. Ils avaient laissé derrière eux une bâtisse calme et vide, ainsi qu'un gobelet en polystyrène, rempli de café noir, posé sur la table d'appoint. Le liquide était tiède maintenant, et amer au possible. Je voulais juste une minute de silence. Juste 60 secondes, pour laisser la réalité d'un monde sans le patriarche, s'imprégner dans mes os. Je ne l'ai pas eu. Le calme a été violemment déchiré, par le claquement vif et rythmique, des talons aiguilles descendant l'escalier en bois. Clara, ma grande sœur, est entrée dans la pièce comme si elle défilait sur un podium, et non dans une demeure en deuil. Elle portait une robe noire de créateur, taillée sur mesure. J'ai reconnu la marque. Ce simple bout de tissu coûtait plus cher que 2 mois de ma prime de risque au combat, en Afghanistan. Elle n'avait pas l'air d'une fille pleurant une perte. Elle ressemblait à une prédatrice de la finance, évaluant une OPA hostile. Son téléphone était pressé fermement contre son oreille. Je me fiche de ce que fait le marché en ce moment, Steve, aboya la mondaine dans le combiné, d'une voix sèche et agacée. Liquidez le portefeuille. Oui, en entier. Vendez ces fichues actions, et transférez l'argent. Je ne vais pas attendre que la succession s'éternise. Elle a raccroché, sans attendre de réponse. David était juste derrière elle. Mon beau-frère. Il portait un costume personnalisé, qui semblait trop serré au niveau des épaules. Ses cheveux étaient plaqués en arrière. Sans le moindre mot de respect, il s'est dirigé tout droit vers le vieux fauteuil inclinable de papa, ce siège où il a passé 10 ans à lire le journal du matin, et y a laissé tomber tout son poids. Le vieux cuir a gémi sous son corps. Ma mâchoire s'est serrée. J'ai senti les muscles de mon cou se tendre, mais je suis resté parfaitement immobile. Je n'ai pas prononcé une syllabe. L'homme a regardé autour de lui, observant les moulures au plafond, les parquets en bois franc, puis il m'a fixé. Ses yeux étaient totalement dépourvus d'empathie. Cet endroit n'est que du capital mort, a-t-il annoncé. Il ne s'adressait pas à moi. Il énonçait un fait, à l'intention de son épouse. Nous devons faire venir un agent immobilier, d'ici lundi. Le mettre en vente en l'état. Le marché dans ce code postal est très dynamique. Nous pouvons revendre ce tas de briques, et en finir avec ça. Un tas de briques. C'était 30 ans de la sueur, et du sang de mon père. Avant même que je puisse assimiler ce manque de respect absolu, la sonnette d'entrée a retenti. C'était Alistair Finch, l'avocat chargé de la succession, un monsieur âgé portant une mallette en cuir usé, et qui semblait profondément mal à l'aise. Nous nous sommes rassemblés, autour de la table basse en verre. Je me suis enfin levé, gardant une posture rigide, les épaules en arrière, la colonne vertébrale droite. Une habitude militaire. Finch a sorti les documents légaux. Il s'est éclairci la gorge, tout en ajustant ses lunettes. Arthur a été très clair, concernant ses dernières volontés, a commencé le juriste, d'une voix stable mais prudente. Le patrimoine doit être divisé équitablement. Cependant,
la maison physique elle-même, est léguée à Bella. La tête de Clara s'est relevée d'un coup. Ses yeux se sont plissés, formant de minuscules fentes dangereuses. Mais le notaire a rapidement levé la main, continuant sa lecture plus bas sur la page. Pour garantir l'équité, Bella est tenue de racheter la part de 50% de Clara, sur la base de la valeur estimée de la propriété. Elle dispose d'un délai de grâce de 5 ans, pour finaliser ce rachat. C'était un accord juste. Papa savait que j'aimais ce foyer. Il savait que c'était mon point d'ancrage, quand je rentrais de mission. Il m'avait donné le domicile, tout en s'assurant que ma sœur reçoive sa moitié en espèces, au fil du temps. La femme d'affaires ne voyait pas les choses sous cet angle. Son doigt manucuré s'est abattu violemment, sur la table vitrée. Clac. 5 ans. Mon aîné a ri. Ce n'était pas un vrai rire. C'était un son froid, et saccadé. 5 ans, c'est une peine de prison, Alistair. Je ne vais pas servir de banque à ma petite sœur, juste pour qu'elle puisse jouer à la dinette. J'ai besoin de liquidité, immédiatement. Ce document entier est une vaste blague. Est-ce qu'elle vous a payé, pour rédiger ces ordures? Madame Davis, je vous assure qu'Arthur était sain d'esprit. Gardez ça pour vous, a-t-elle rétorqué, lui coupant complètement la parole. Nous allons contester cela. Nous allons forcer une vente. Finch a soupiré, comprenant qu'il n'y avait aucun moyen de raisonner un requin, qui venait de sentir l'odeur du sang. Il a rangé ses papiers, m'a adressé un signe de tête compatissant, les lèvres pincées, et s'est dirigé vers la sortie. La lourde porte d'entrée s'est refermée avec un clic. Ensuite, nous n'étions plus que tous les trois. La vipère s'est lentement tournée, pour me faire face. Elle s'est avancée directement, dans mon espace personnel. L'odeur entêtante de son parfum Tom Ford hors de prix, jurait violemment avec les effluves de pourriture des fleurs mortuaires. Cela m'a retourné l'estomac. Elle m'a toisé de la tête aux pieds. Son regard a glissé sur mon t-shirt noir basique, mon jean délavé, ainsi que les callosités sur mes jointures. Un dégoût pur et non filtré, irradiait de son visage. « Tu crois vraiment que tu vas garder cette maison ?» a-t-elle chuchoté, sa voix dégoulinant de venin. « Tu as passé toute ta vie d'adulte à être une sangsue, pompant l'argent des contribuables, jouant à te déguiser avec un uniforme vert, et prétendant être une sorte d'héroïne. Tu ne sais pas comment fonctionne le monde réel. Moi. Je gagne du vrai argent. J'ai de véritables obligations. Tu ne vas pas voler mon capital, pour financer ton existence pathétique et stagnante. » Le silence dans la pièce, était devenu assourdissant. J'ai senti l'adrénaline se déverser, directement dans mes veines. Mon cœur martelait contre mes côtes. Au combat, on apprend à compartimenter la panique. On apprend à encaisser une insulte, à prendre un coup, et à garder le doigt loin de la détente, jusqu'à ce que la ligne de mire soit parfaitement dégagée. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je n'y ai pas vu une membre de ma famille. J'y ai vu une cible hostile. J'ai perçu la pourriture pure et absolue, qui purulait sous cette robe de luxe. J'ai avalé la boule lourde et rugueuse, coincée dans ma gorge. Je ne lui ai pas donné la satisfaction, de la moindre réaction. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai défendu ni mon uniforme, ni la mémoire de mon père. Discuter avec un parasite, relève d'un gaspillage pur et simple d'oxygène. Sans prononcer la moindre syllabe, j'ai tourné les talons. Je suis passé devant le mari, qui arborait un sourire suffisant, depuis le fauteuil. J'ai marché dans le couloir étroit, filant droit vers l'ancien bureau de l'artisan. J'y ai pénétré. L'air, ici, était différent. Ça sentait le vieux papier, le bois de pin, et la sécurité. J'ai tiré le lourd battant en chaîne, pour le refermer derrière moi. Clic. J'ai tourné le pêne dormant en laiton, m'enfermant à l'intérieur, et les bloquant à l'extérieur. Je l'ignorais encore, mais la fermeture de cette cloison, a marqué l'instant précis où la guerre a commencé. Le verrou métallique s'est enclenché avec un bruit sec. Le son étouffé et aigu des plaintes de Clara, provenant du salon, s'est éteint instantanément. Je me tenais seul, dans le sanctuaire de mon défunt père. L'atmosphère y était épaisse, embaumant le bois vieilli, l'encre séchée, ainsi que l'odeur persistante du café bas de gamme en poudre. C'était l'unique pièce de la demeure, qu'il n'avait pas encore envahie. Je me suis approché de son plan de travail. Il s'agissait d'un bloc massif de chêne brut, qu'il avait construit de ses propres mains.
Je me suis laissé tomber, dans son lourd siège en cuir. Celui-ci a grincé sous mon poids, produisant un son familier et réconfortant. J'ai laissé mon regard balayer la surface du meuble. Le patriarche était charpentier, un ouvrier jusqu'à la moelle. Il ne faisait confiance ni au stockage en ligne, ni au disque dur. Il se fiait uniquement au papier. Il ne croyait qu'en ce qu'il pouvait tenir, entre ses mains calleuses. J'ai tiré le tiroir inférieur droit. Il a un peu accroché, sur sa glissière. À l'intérieur, reposant sous une pile de vieilles factures d'électricité, se trouvait un épais registre, relié en cuir. Les bords étaient effilochés. Une fine couche de poussière recouvrait la couverture. J'ai passé mon pouce sur le grain de la matière, essuyant la saleté, puis je l'ai ouvert. La première page était remplie de son écriture. Nette, précise, la calligraphie d'un homme habitué à mesurer 2 fois, avant de couper une seule. Mais c'est l'encre qui a attiré mon attention. Le stylo à billes bleues s'enfonçait si profondément dans la feuille, que la page en était physiquement déformée. Il avait appuyé très fort, lorsqu'il avait rédigé ces lignes. On pouvait ressentir le stress, et le poids physique de son épuisement, imprimé directement dans les fibres. J'ai tracé les colonnes, du bout du doigt. Ce n'était pas une liste des coûts du bois, ou des cotisations syndicales. C'était la chronologie d'un véritable vampire. 12 août, aide au loyer pour l'aîné, 2000 €. 4 octobre, réparation de la transmission de la BMW, 3400 €. 18 janvier, capital d'amorçage pour la création d'entreprise, 15 000 €. J'ai tourné la page, et le même prénom revenait, encore et encore. Les chiffres, eux, devenaient de plus en plus conséquents. Mars, allègement de la dette de carte de crédit, 8 000 €. Ce manège a duré pendant 10 bonnes années, remplissant des dizaines de pages, engloutissant des dizaines de milliers d'euros. Les mathématiques dressaient un tableau franchement écœurant. J'ai croisé les dates, avec les relevés bancaires, glissés dans le rabat arrière. Il ne lui a pas seulement donné ses économies. Il a littéralement saigné à blanc, son propre fonds de retraite. J'ai fixé une entrée spécifique, datant d'il y a 4 ans. Retrait anticipé du plan épargne. Urgence filiale, 25 000 €. À côté de cela, il avait noté la pénalité fiscale massive, qu'il avait dû encaisser, juste pour retirer cet argent avant l'heure. Ma poitrine s'est serrée. Une colère froide et dure a commencé à s'accumuler au creux de mon estomac. Mon géniteur a travaillé avec ses mains, jusqu'à ce que le cartilage de ses genoux disparaisse, et que le bas de son dos ne tienne plus, qu'à coups d'injections de cortisone et d'ibuprofène. Il a respiré de la sueur, pendant 40 décennies. Et il a subi tout cela, uniquement pour financer l'illusion de la vie mondaine, et des vêtements de marque de cette femme. Elle ne gagnait pas un vrai salaire. Elle n'avait pas de véritable carrière. Toute son identité de classe bourgeoise reposait entièrement sur la colonne vertébrale brisée d'un vieillard. En regardant cette ligne concernant les 15 000 € d'investissement, un souvenir m'a frappé, comme un véritable coup de poing. C'était en 2019. Je me tenais dans le couloir, tenant mes ordres de déploiement, pour une mission de combat à l'étranger. La sangsue était passée à la maison. Elle arborait une nouvelle robe en soie, d'un vert émeraude éclatant. Je sais maintenant, en examinant ce registre, qui a exactement payé pour cette tenue. Elle avait baissé les yeux, vers mes Rangers de combat éraflés, puis avait relevé la tête, pour fixer mon visage. Elle avait laissé échapper un petit rire, empreint de pitié. Plutôt toi que moi, Bella, avait-elle ricané, tout en ajustant un clou en diamant à son oreille. La famille a besoin d'une véritable réussite, pas de chair à canon. Essaie de ne pas te faire exploser, aux frais du contribuable. De la chair à canon. Voilà ce que mon sacrifice représentait, à ses yeux. Une vaste blague. Un simple faire-valoir, par rapport à sa fausse réussite. J'avais passé ma vingtaine à manger des rations de combat dans la boue, à me prendre des éclats d'obus dans l'épaule, et à renvoyer la moitié de ma solde à la maison, juste pour m'assurer que papa puisse payer la taxe foncière. Pendant ce temps, elle le vidait de sa substance, pour louer un véhicule de luxe allemand. Mes jointures sont devenues d'un blanc cadavérique, alors que je serrais fermement les bords du carnet de compte. Je n'ai pas pleuré. Les larmes étaient réservées aux victimes. J'étais un officier de renseignement, en train de lire le dossier d'un ennemi. Le silence du bureau a été brisé,
par un bourdonnement mécanique et strident. Mon téléphone vibrait violemment, contre la surface en chaîne. L'écran s'est illuminé, dans la pièce assombrie. Marc, de Chicago. Cet homme était un vieux pote de fac, un des chiffres qui travaillait dans la gestion des risques, pour une grande société financière du quartier d'affaires. Je lui avais envoyé un texto, 1 heure plus tôt, lui demandant d'effectuer une vérification discrète, sur l'entreprise d'investissement de mon beau-frère. J'ai décroché l'appareil. Je n'ai pas dit bonjour. Parle-moi, ai-je lancé. Belle, c'est un véritable bain de sang. La voix de Marc était basse, et hachée. Pas de bavardages inutiles. J'ai épluché les dossiers publics. Ton beau-frère n'est pas un courtier. C'est un fantôme. Son fonds de crypto-monnaie s'est effondré, il y a 3 semaines. Je me suis adossé, dans mon fauteuil. Défini effondré. Je veux dire, complètement vaporisé. C'était une arnaque, un jeu de bonneteau. Il a joué l'argent de ses clients, sur des monnaies virtuelles poubelles, avec un fort effet de levier, et le marché a dévissé. Il est dans le trou, pour au moins 2 millions. La SEC fouine déjà dans ses affaires. Et j'ai un contact au ministère de la Justice, qui affirme qu'une inculpation fédérale pour fraude électronique, va tomber avant la fin du mois. J'ai fixé le mur, le regard vide. De la prison fédérale? Ouais, de la vraie tôle. Ils sont complètement fauchés, Bella. Leurs comptes bancaires sont gelés. Ils n'ont absolument aucun actif liquide. Peu importe ce qu'ils conduisent, ce qu'ils portent, ou ce qu'ils prétendent posséder en ce moment, tout cela ne tient plus qu'à un fil. Merci, Marc. Je te dois une bière. Surveille tes arrières, capitaine, a-t-il répondu, avant que la ligne ne coupe. J'ai reposé le combiné, sur le plateau de la table. Les pièces du puzzle se sont violemment emboîtées, dans mon esprit. La hâte désespérée de vendre la maison, la robe de créateur, l'arrogance de cet escroc, tout cela n'était qu'une coquille vide. Ils n'essayaient pas de liquider la demeure de papa, pour améliorer leur portefeuille boursier. Ils avaient un besoin vital de liquidité, pour rembourser des investisseurs en colère, et embaucher des avocats pénalistes. La propriété de mon père, représentait leur ultime canot de sauvetage, et j'étais le seul obstacle, se dressant entre eux et une cellule fédérale. Si vous avez déjà découvert un mensonge monumental, au sein de votre propre foyer, si vous savez ce que ça fait, de voir quelqu'un jouer aux riches, avec l'argent d'un autre, rendez-moi un service. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne, et tapez le mot faux en bas dans les commentaires. Ça aide de savoir que je ne suis pas la seule personne, à gérer ce genre de déchets toxiques. L'écran de mon portable s'est lentement éteint, pour devenir noir. Je me suis levé de mon siège, puis je me suis approché de la fenêtre, écartant les lourds stores d'à peine 1 centimètre. Dehors, stationné illégalement en travers du trottoir, se trouvait l'élégante BMW noire. Ils n'étaient plus de simples proches cupides. Ils étaient devenus désespérés. Et ma formation militaire m'avait enseigné un fait absolu, et totalement indéniable, concernant les ennemis au bord du gouffre. Un animal acculé ne négocie pas. Quand vous bloquez leur unique issue de secours, ils ne se rendent jamais. Ils montrent les crocs, et ils attaquent. L'horloge numérique brillait d'un rouge sang, dans la chambre plongée dans l'obscurité. 3h14 du matin. L'appareil a vibré avec force, contre le bois de la table de chevet. Un numéro inconnu. Je m'en suis emparé, pressant le haut-parleur contre mon oreille. Je n'ai prononcé aucun mot d'accueil. J'ai simplement écouté le silence pesant. Une respiration lourde, et saccadée. Puis est venue la voix de David. Elle n'avait plus l'aboiement arrogant, du jour de la lecture du testament. Elle était fluette, désespérée, pareille à celle d'un homme en train de se noyer. Bella, écoute-moi. Nous avons juste besoin de contracter une 2e hypothèque. Tu signes le papier, nous récupérons l'argent, tu continues à vivre là, et tout le monde y gagne. Si tu ne fais pas ça, Bella. Je n'ai pas attendu de l'entendre formuler sa menace. J'ai appuyé sur fin, bloqué le contact, et jeté le mobile sur la table de nuit. Le lendemain midi, l'écran s'est de nouveau illuminé. Clara. J'ai laissé l'appel basculer, sur la messagerie vocale. Belle, a-t-elle ronronné, sa voix dégoulinant de cette fausse sollicitude sucrée, qu'elle réservait aux épouses de son club de golf. Je m'inquiète juste pour toi, assise toute seule dans cette grande et vieille bâtisse.
Ta santé mentale n'est pas au top, en ce moment. Tu es militaire. Tu n'arrêtes pas de bouger. Vends-la. Tu as besoin de cet argent pour payer une thérapie, ma chérie. C'est ce que papa aurait voulu. Je n'ai pas supprimé le message. J'ai pris une capture d'écran, du journal des appels. J'ai sauvegardé le fichier audio, dans un dossier cloud ultra sécurisé. J'ai ouvert un nouveau bloc-notes sur mon ordinateur, et j'ai tapé, 12 octobre, 12h05. Tentative de coercition, manipulation émotionnelle. Je n'étais plus une sœur en deuil. J'étais devenue une officière de renseignement, en train de constituer un dossier de ciblage. 10 minutes plus tard, un autre message vocal est apparu. Tante Carole, la sœur aînée de papa, cette femme qui me préparait des tartes aux pommes, quand je rentrais en permission. La dernière parente décente, que je pensais avoir encore dans ma vie. J'ai appuyé sur lecture. Bella. Sa voix tremblait. Non pas de chagrin, mais d'une terreur absolue. L'aînée m'a raconté ce que tu as fait. Elle m'a parlé de l'arme à feu. Comment as-tu pu faire ça? Ton propre père, Bella. Forcer un homme mourant à modifier son testament. Pendant que tu le braquais avec un pistolet. Tu es profondément malade. Tu as besoin d'une aide psychiatrique d'urgence. Ne recontactez plus jamais, cette branche de la famille. Le message a bipé, puis s'est terminé. Le silence qui a suivi dans la cuisine, était assez lourd pour m'écraser les côtes. Ma main a agrippé le bord du comptoir en formica. J'ai serré si fort, que mes jointures sont devenues d'un blanc pur, faisant craquer mes articulations. La vipère était en train de brûler mes vaisseaux. Elle empoisonnait le puits, militarisant mon service dans l'armée, pour me dépeindre comme une folle furieuse, souffrant de stress post-traumatique, et ayant pris son propre père en otage. Elle savait parfaitement, que le reste de nos proches étaient des civils. Ils ne comprenaient rien à l'institution militaire. Ils étaient facilement effrayés, par ce qu'ils ignoraient. J'ai fixé l'icône de contact de tante Carole, affichée sur l'écran. L'instinct civil, vous pousse à rappeler la personne, à pleurer, et à la supplier de croire à la vérité. J'ai ravalé le goût amer de la bile, coincé au fond de ma gorge. J'ai balayé vers la gauche. Supprimer le contact. On ne négocie jamais, avec des individus qui choisissent de croire, au mensonge d'un serpent. J'avais grand besoin de me vider la tête. J'ai conduit jusqu'à la quincaillerie locale, j'ai acheté des gâches renforcées ultra résistantes, puis je suis rentré. J'ai garé mon pick-up dans l'allée. Instantanément, les poils de ma nuque se sont hérissés. La porte arrière, ce lourd battant en bois qui menait à la cuisine, était entr'ouverte d'environ 5 cm. Mon rythme cardiaque a chuté d'un coup. La concentration froide et mécanique d'une zone de combat a immédiatement pris le relais. La Bella civile s'est volatilisée. Je suis descendu du véhicule. J'ai glissé la main sous ma chemise en flanelle ample, et j'ai sorti mon pistolet Springfield 9 mm, de l'étui logé à l'intérieur de ma ceinture. L'acier froid de la crosse a trouvé naturellement sa place, au creux de ma paume. Je me suis approché de l'entrée. Le pêne dormant en laiton était profondément entaillé. Quelqu'un avait utilisé un gros tournevis plat, ou un pied de biche, contre la plaque de frappe. L'accès avait été forcé. J'ai poussé le panneau de bois, avec la pointe de ma chaussure. J'ai pénétré à l'intérieur, le talon d'abord, puis la pointe du pied, déroulant mon poids, pour ne faire absolument aucun bruit sur le linoléum. Arme levée, les 2 yeux grands ouverts. Le canon suivait parfaitement ma ligne de mire. Cuisine dégagée. Salon sécurisé. J'ai progressé en arc de cercle dans le couloir, balayant tous les angles morts. Escalier clair. J'ai fouillé l'intégralité de la bâtisse en moins de 3 minutes. Chaque placard, chaque zone d'ombre. C'était totalement vide. Mais les intrus étaient bien passés par là. L'odeur faible, et d'une douceur écœurante du parfum, flottait encore près de la fenêtre du séjour. Ils n'avaient pas volé le téléviseur. Ils n'avaient pas pris les outils de papa. Là n'était pas la question. Il s'agissait d'une simple opération psychologique. Un message clair, nous pouvons entrer, quand bon nous semble. La nuit est tombée. La maison paraissait immense, sombre, et incroyablement vide. Je me suis assise à l'îlot central, l'ordinateur portable ouvert devant moi. L'écran brillait d'une lueur aveuglante, dans la pénombre.
Je faisais défiler les annonces immobilières locales. Une intuition, venant des tripes. J'ai tapé mon adresse, sur le site Zillow. La page s'est chargée. Mon estomac s'est transformé en un bloc de plomb massif. Elle était bien là. La maison de mon père. Statut de l'annonce, prochainement sur le marché. L'intruse n'avait pas simplement forcé la serrure, pour me faire peur. Elle avait amené un agent immobilier véreux, à l'intérieur de mon domicile pendant mon absence, afin de prendre des photos de l'intérieur. Il y avait des clichés en haute résolution du salon, de la cuisine, et même du bureau privé du vieil homme. Ces gens traitaient ma vie, et mon sanctuaire, comme une vulgaire saisie bancaire dont ils avaient déjà remporté la mise. J'ai claqué brutalement l'écran de la machine. À l'extérieur, le bourdonnement sourd et lancinant d'un moteur allemand a brisé le silence de mort du quartier. Je n'ai pas allumé les lumières. J'ai marché lentement jusqu'à la fenêtre de façade, et j'ai repoussé le lourd rideau en tissu, de quelques millimètres. La berline sombre descendait la rue. À peine 8 km à l'heure. Elle ne faisait pas que passer. Alors que le véhicule roulait devant mon allée, les phares pleins phare ont clignoté. Une lumière blanche, vive et aveuglante, a balayé la façade de ma demeure, illuminant le plafond du salon, pendant 2 secondes interminables, avant de me replonger dans l'obscurité la plus totale. De l'intimidation pure. Une démonstration de force. Les prédateurs étaient ruinés. Ils faisaient face à la justice fédérale, et leur temps était compté. J'ai laissé retomber l'épais tissu. J'ai posé le pistolet, sur le plan de travail. Je me suis dirigé vers le lourd coffre-fort en acier, boulonné au sol dans le placard du couloir. J'ai fait tourner le cadran, j'ai ouvert la porte, puis j'en ai sorti le vieux Colt 45 de papa. J'ai éjecté le chargeur, vérifié les munitions, je l'ai réinséré d'un coup sec, puis j'ai armé la culasse. Le lourd cliquetis métallique a résonné bruyamment dans la galerie déserte. Le périmètre physique avait été compromis. Le périmètre psychologique subissait des tirs nourris. Dans l'armée, lorsque votre position est submergée, vous ne restez pas assis dans l'obscurité, à attendre la faucheuse. Vous appelez une force de réaction rapide, en renfort. J'ai pris mon téléphone portable. J'ai ignoré mon répertoire, et j'ai composé un numéro que je connaissais par cœur. Ça a sonné 2 fois. Une voix bourrue et rocailleuse a répondu. Ouais. Ellie, ai-je lancé, fixant le bois de l'entrée principale. Mon périmètre a été violé. J'ai besoin de soutien. Le rugissement sourd et guttural, d'un puissant moteur V8, a fait voler en éclats, le calme absolu de l'avenue. 10 minutes exactement. C'était tout ce qu'il lui avait fallu. Des phares ont tailladé les ténèbres, balayant les murs de la pièce à vivre, avant de s'immobiliser dans l'allée de gravier. Le crissement lourd des gros pneus s'arrêtant net, puis le claquement solide, et incomparable, d'une lourde portière de camionnette en acier. Je me tenais parfaitement immobile, dans la pénombre de l'entrée, le dos pressé contre le placoplâtre. Le Colt 45, fermement serré dans ma main droite. J'ai gardé le canon pointé vers les lattes de plancher, attendant d'entendre le bruit sourd et régulier, de bottes de travail s'avançant sur le porche. 2 coups brefs. Une pause. Un dernier coup. J'ai jeté un œil par le Judas. J'ai relâché un souffle, que je ne réalisais même pas retenir, j'ai déverrouillé le pêne, et j'ai ouvert grand la porte. Elivan est entré dans le hall. C'était un shérif du comté à la retraite, et le plus vieil ami de mon père. Il mesurait 1,88 m, bâti comme un mur de parpaing, et portait une veste en toile Carhartt délavée, qui empestait la vieille huile de moteur, l'air glacial de la nuit, et le tabac froid. Dans sa main gauche, il portait une énorme boîte à outils de Walt, tout en acier. Dans la droite, un thermos Stanley vert, et cabossé. L'ancien policier ne m'a pas demandé si j'allais bien. Il n'a proposé ni accolade, ni sourire de compassion. Il a regardé directement par-dessus mon épaule, ses yeux d'un bleu pâle, se verrouillant sur le bois entaillé du cadre, autour de l'accès arrière. Il a posé le récipient thermique, sur le comptoir, avec un bruit lourd. Très bien, capitaine, a déclaré mon allié, sa voix ressemblant à du gravier écrasé sous une botte. Rétablissons le périmètre. Pendant les 2 heures qui ont suivi, la maison a été emplie par le gémissement aigu d'une perceuse électrique, et le cliquetis métallique de la lourde quincaillerie. Il n'y a eu aucune conversation inutile. Nous avons travaillé avec le rythme silencieux,
et redoutablement efficace, de 2 personnes qui comprenaient la mécanique de la sûreté. Ellie a arraché les gâches en laiton bon marché, que mon père avait installés il y a 30 ans. Il les a remplacés par de l'acier épais, enfonçant des vis de 7 cm de long, profondément dans les montants structurels du mur. Désormais, personne n'allait enfoncer ces panneaux, sans faire tomber l'encadrement tout entier. Une fois les accès barricadés, il a sorti 3 caméras extérieures haute définition, de son véhicule. Il les a fixées sous les avant-toits, faisant passer le câblage directement par le grenier, puis il a branché le flux vidéo en direct, sur mon ordinateur posé dans la cuisine. J'ai observé l'écran, tandis que les angles morts autour de ma demeure, s'éclairaient dans un noir et blanc infrarouge ultra net. L'allée, l'arrière-cour, et le passage latéral, tout était désormais couvert. Ellie se tenait près de l'évier, essuyant la graisse de ses mains épaisses, et calleuses, avec une serviette en papier. Il a regardé par la fenêtre, vers le jardin plongé dans une obscurité totale. Ton père était un sacré bon soldat, Bella, a glissé l'homme doucement. Mais il a construit ce foyer, pour y élever une famille. Il n'a pas bâti un bunker. Il n'en a jamais calculé, les failles tactiques. Le vétéran a jeté le chiffon jetable, dans la poubelle. Un homme bon ne s'attend jamais, à ce que l'ennemi attaque de l'intérieur. Il n'aurait jamais imaginé, qu'il puisse posséder la clé. Ces paroles m'ont frappé, comme une véritable agression physique. La vérité absolue, et indiscutable de cette phrase. La seule erreur stratégique de mon père, avait été d'aimer une enfant, qui ne voyait sa vie, que comme un compte bancaire n'attendant qu'à être vidé. Ellie est retournée à son pick-up une dernière fois, puis est revenue, emportant un lourd plat en verre Pyrex, hermétiquement enveloppé dans du papier d'aluminium. Il l'a posé sur le comptoir, et en a retiré le couvercle improvisé. De la vapeur s'en est échappée. Martha a envoyé ça, a-t-il précisé. Un hachis parmentier. L'odeur riche et gourmande, du bœuf rôti, de la sauce épaisse, et de la purée de pommes de terre gratinées, a immédiatement embaumé la pièce glaciale. C'était un contraste saisissant, avec l'odeur stérile, et presque pourrie, des lys funéraires qui s'accrochaient encore aux meubles du salon. L'ami de la famille a versé 2 tasses de son thermos, un jus noir comme du goudron, particulièrement amer, et brûlant. Je me suis assise sur un tabouret de bar en bois. Le calibre 45 reposait sur le plan de travail, à quelques centimètres seulement de mon assiette. Pour la première fois depuis 48 heures, j'ai détendu mes doigts, et j'ai éloigné ma main du pistolet. J'ai saisi une fourchette. J'ai pris une bouchée du plat. Ça m'a brûlé le palais, mais je l'ai tout de même avalé. C'était bien réel. C'était de la nourriture honnête. J'ai regardé le retraité, de l'autre côté de l'îlot. Il fixait le retour des caméras, sirotant sa boisson, et montant la garde, dans une maison qui n'était même pas la sienne. Ce contraste était d'une amertume d'une violence inouïe. Les personnes qui partageaient mon ADN, celles-là même qui avaient grandi sous ce toit, se trouvaient dehors dans un véhicule de luxe, complotant sur la meilleure façon de me détruire. Ils me voulaient à la rue, uniquement pour sauver leur propre peau. Pourtant, un homme n'ayant strictement aucun lien de parenté avec moi, se tenait juste là, sacrifiant son sommeil, pour percer des plaques d'acier sur mes portes, afin que je puisse fermer les yeux en toute sécurité. Les muscles tendus de mon cou ont finalement cédé. Mes épaules se sont affaissées. Ma vision s'est soudainement brouillée. J'ai cligné fort des paupières, mais ma discipline de soldat m'a fait défaut, l'espace d'une fraction de seconde. Une unique larme brûlante a franchi la barrière de mes cils. Elle a coulé rapidement le long de ma joue, puis s'est écrasée sur le dos de ma main. Je l'ai essuyée, d'un geste agressif. Pas de sanglots, aucune crise de nerfs, juste le poids silencieux, et écrasant, de la réalité. La famille, ce n'est pas une question de sang. La famille, c'est l'individu qui se pointe, quand les loups viennent gratter à votre porte. Ellie a aperçu cette larme. Il n'a offert aucune pitié. Les hommes de la classe ouvrière ne font pas dans la compassion, ils font dans la loyauté. Il a contourné le meuble, et a posé une main lourde, très rugueuse, sur mon épaule. La prise était ferme, m'ancrant à nouveau solidement sur la terre ferme. Je me tenais aux côtés d'Arthur dans la boue, il y a 40 ans, a-t-il lâché, sa voix baissant d'une octave, d'un sérieux absolu. Je lui ai fait une promesse, juste avant son départ. Je lui ai juré, que personne ne toucherait à sa petite fille. Tu m'entends bien? J'ai levé les yeux, vers son visage buriné, et j'ai hoché la tête.
Tu ne resteras plus jamais assise seule, dans le noir, Bella, a-t-il ordonné. Si les défenses tombent, si tu sens même une ombre bouger de travers, tu décroches ce téléphone. Je suis ta force d'intervention rapide, à partir de maintenant. Il a pressé mon épaule une dernière fois, a attrapé son contenant vide, et a franchi le pas de la porte. Le lourd pêne en métal massif s'est enclenché derrière lui, se verrouillant avec le bruit sourd et inébranlable d'un coffre de banque. La forteresse était inviolable. J'ai dormi pendant 4 heures, tout habillé, le pistolet posé directement sur ma poitrine. La lumière gris pâle de l'aube commençait à peine à ramper sur le carrelage, lorsque l'écran de mon mobile s'est soudain allumé, projetant un reflet dur contre le bois. Un bip électronique strident a fendu le calme ambiant. Un SMS. Je l'ai pris en main. Il venait de Clara. Nous devons parler, juste toi et moi. Agissons comme des adultes. Retrouve-moi au Rosies dîner. À midi pile. J'ai fixé la messagerie. Le restaurant Rosie était un lieu public, bondé, une véritable zone neutre. Mais ma formation me disait tout le contraire. Un serpent pris au piège ne réclame jamais un traité de paix. Il vous demande juste de sortir à découvert, afin d'obtenir un meilleur angle de tir, pour une frappe mortelle. Le compte à rebours venait de commencer. La cloche au-dessus de la porte vitrée du restaurant a tinté d'un coup sec. 11h58. Je suis entré. L'atmosphère m'a frappé, de manière instantanée. Épaisse, lourde, sentant les galettes de pommes de terre brûlées, le jus de chaussettes rassis, et la graisse de bacon bon marché. C'était le coup de feu du déjeuner. Le bistrot était rempli à craquer. Des garagistes du coin, en bleu de travail taché d'huile. Des flics du comté, dévorant des hamburgers au comptoir. Des retraités sirotant des décas, dans les box centraux. Cet endroit n'était pas un simple lieu de restauration. C'était la place du village. Tout le monde connaissait tout le monde. J'ai scanné la salle. Le talon en premier, puis la pointe du pied. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Une table d'angle, équipée de banquettes en vinyle rouge craquelé. Le couple de fraudeurs était déjà installé. Ils n'avaient pas choisi ce lieu, pour avoir une conversation d'adultes discrète, sur un conflit d'héritage. On ne choisit pas le Rosie, un midi, pour préserver son intimité. Ils l'avaient sélectionné, spécifiquement pour le public. C'était une véritable embuscade. J'ai marché dans l'allée étroite. Je n'ai pas retiré ma lourde veste en toile. Je me suis glissé sur la banquette en face d'eux, gardant mon dos bien collé contre la paroi. Mes yeux gardaient en ligne de mire la porte principale et la sortie vers les cuisines. Le champ de vision était grand ouvert. La bourgeoise portait un pull en cachemire beige, immaculé, et très cher. Elle s'est penchée au-dessus de la table collante en formica, tendant sa main parfaitement entretenue, vers la mienne. J'ai reculé mes bras, pour les croiser sur mes genoux. Sa mâchoire s'est contractée. Les muscles de son cou ont tressailli, mais elle a masqué sa frustration instantanément, affichant un sourire tragique, et faussement désolé. Bella, ma chérie, a-t-elle commencé? Elle ne chuchotait pas. Elle projetait sa voix. Son ton était suffisamment fort, pour couvrir le cliquetis de l'argenterie lourde, ainsi que le brouhaha des conversations du café. Nous sommes tellement inquiets pour toi, c'est incroyable. Des têtes ont commencé à se tourner. 2 tables plus loin, un vieil homme s'est figé, sa tasse de café à mi-chemin de ses lèvres. Restée assise toute seule, dans cette immense baraque. Ce n'est vraiment pas sain, Bella. Tu es en train de t'isoler. Le mari s'est penché en avant, posant ses coudes sur la table. Il essayait de se donner un air autoritaire, mais il paraissait simplement en sueur. Ta sœur a entièrement raison. Tu as un comportement complètement erratique, changer les serrures, mettre ta propre famille à l'écart. Arthur n'aurait jamais voulu que tu te comportes ainsi, comme une enfant têtue. Tu détruis ce qu'il reste de nous, tout ça pour de simples murs. J'ai gardé un visage totalement impassible. J'ai regardé à travers cet escroc, comme s'il n'existait pas. Je n'ai pas scié une seule fois. Nous savons que l'armée a été une épreuve très dure pour toi, a poursuivi la manipulatrice. Elle a monté le volume, d'un cran supplémentaire. Un silence complet a commencé à s'installer, sur notre section de la salle. La serveuse derrière le comptoir, a arrêté de nettoyer la machine à expresso.
Tu as vu des choses absolument horribles là-bas, a affirmé l'aîné, la voix tremblante d'une tristesse fabriquée de toutes pièces. Et puis rentrer au pays, pour perdre notre père. Ça t'a complètement brisé. Tu n'as plus les idées claires. Et voilà. Le coup de grâce arrivait, le coup de poignard dans le dos. Clara a jeté un regard, autour de la pièce. Elle s'est assurée que les flics du coin, et les commères de la ville, écoutaient très attentivement. Puis, elle s'est tournée vers moi, avec une pitié préfabriquée, à vous donner la nausée. Tu ne peux pas garder cet endroit, Bella. Tu as besoin de l'argent de la vente. Tu as besoin d'une intervention psychiatrique urgente. Le syndrome post-traumatique te rend complètement paranoïaque. Tu perds la tête, ma chérie. Tu as pointé une arme chargée, sur notre père mourant. Pour le forcer à te céder la propriété. Il te faut une aide mentale très sérieuse, avant que tu ne blesses quelqu'un d'autre. Le fast-food est devenu silencieux comme une tombe. On pouvait entendre le faible grésillement, de l'enseigne lumineuse, sur la vitrine avant. Le couple retournait mon propre uniforme, contre moi. Ils utilisaient le sang que j'avais versé, dans la boue à l'étranger, se servaient des cauchemars que je combattais nuit après nuit, pour me dépeindre comme une déséquilibrée mentale, d'une violence inouïe, devant toute ma ville natale. Ils avaient besoin que toute la bourgade me croie folle alliée, pour pouvoir subtiliser mon héritage, afin de rembourser leurs dettes liées à la fraude fédérale. L'instinct du commun des mortels, serait de hurler, de renverser la lourde table, de se lever pour défendre son honneur, et de révéler à la foule la vérité sur leur faillite, ainsi que sur leurs mensonges. Je n'ai rien fait de tout cela. J'ai senti la glace froide, et familière de la discipline militaire, inonder mes veines. Cela a verrouillé mes articulations en place. Ça a ralenti ma respiration, jusqu'à atteindre un rythme régulier, et parfaitement maîtrisé. 4 secondes d'inspiration, 4 secondes d'expiration. J'ai regardé ces deux individus. Je n'y ai vu aucune famille. Je voyais deux rasaculés, portant des vêtements volés, et essayant désespérément de ronger les barreaux, pour s'échapper d'un piège. J'ai posé mes deux mains, bien à plat sur le plateau. Je me suis relevé très lentement. Je dominais la banquette de toute ma hauteur. J'ai baissé les yeux, vers la menteuse. La fausse pitié, présente dans son regard, s'est évaporée. Elle s'est transformée en une panique brute, et véritable, l'espace d'une fraction de seconde. Elle s'attendait à une foire d'empoigne, remplie de cris. Elle espérait que je perde mon sang-froid, afin de valider son discours mensonger, sur la vétérante instable. Mon silence la terrifiait. Je me suis penché très près. Mon ton était bas. Il ne résonnerait pas, à travers le restaurant. Il leur était strictement réservé. Il était plat, creux, et portait le poids d'une finalité indiscutable. Vous êtes tous les deux, absolument répugnants. Clara a ouvert la bouche, le visage virant au rouge. Je lui ai coupé la parole. À partir de cette seconde précise, tu n'es plus ma sœur. Tu n'es plus rien pour moi. Je leur ai tourné le dos. J'ai marché droit dans l'allée centrale, ignorant les regards insistants des clients locaux. J'ai poussé la lourde porte vitrée, et j'ai posé le pied sur le trottoir. Le vent glacial m'a fouetté le visage, tel un coup de poing. Il portait la morsure acérée, d'une neige imminente. J'ai remonté la fermeture de ma veste, jusqu'au menton. L'exécution sur la place publique, venait d'échouer. Je leur avais retiré leur récit de propagande. J'avais coupé les liens du sang. Ils n'avaient pas d'argent. Ils n'avaient aucune maison. Et désormais, ils n'avaient plus le moindre moyen de pression, pour jouer la montre. J'ai regardé le long de la rue grise, et désolé. Ils étaient à court d'options. Un prédateur dépouillé de son camouflage, ne possède plus qu'un seul atout dans sa manche. La force brute. Ce soir, les discussions s'arrêtent. Ce soir, ils viendront chercher le sang. Samedi matin, 8h12. Le crissement violent des graviers, à l'extérieur, a rompu la tranquillité matinale. Des pneus patinant beaucoup trop vite, des freins écrasés sans ménagement. J'étais accoudé à l'îlot de la cuisine, buvant à petites gorgées, une tasse de café noir. J'ai jeté un coup d'œil, à l'écran de mon ordinateur. Caméra numéro 2. La berline allemande noire, était garée agressivement en diagonale, à moitié sur l'allée, et à moitié en train de détruire la pelouse de papa. David a ouvert violemment sa portière.
Il ne l'a même pas refermée. Il a monté les marches du perron en trombe, le visage rouge cramoisi, une veine palpitant dangereusement contre sa tempe. L'aîné était juste derrière lui, portant un grand sac fourre-tout en cuir, le visage figé dans un masque dur, et dénué d'émotion. J'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert la conversation avec Ellie. Ici. Un seul mot, envoyé. J'ai glissé ma main, dans le creux de mes reins. La crosse froide et texturée, du 9 mm, était fermement calée contre ma colonne vertébrale, glissée à l'intérieur de la ceinture de mon jean. J'ai tiré ma chemise vers le bas, afin de la dissimuler. Je me suis avancé vers le hall d'entrée. Le lourd heurtoir en laiton, claquait déjà brutalement contre le battant. Bang! 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 Ouvre cette foutue porte, Bella, a hurlé mon beau-frère, à travers la menuiserie. Je n'ai pas retiré la grosse chaîne de sécurité en acier, que mon ami avait fixée. J'ai simplement tourné le verrou, et j'ai entrouvert l'accès, de 10 cm très exactement. La chaîne s'est tendue à bloc, arrêtant la course du bois. J'ai regardé par l'interstice. L'agresseur respirait bruyamment, dégageant une forte odeur d'alcool ranci, et de pastilles à l'amande bon marché. La sueur du désespoir. Vous n'êtes pas les bienvenus ici, ai-je lâché, sur un ton plat et monocorde. Enlève cette chaîne, a exigé l'escroc, empoignant la tranche de la porte, avec ses grosses mains charnues. Quittez cette propriété, avant que je n'appelle le shérif du comté. Ce fut l'étincelle. La glace pure, et inébranlable de ma voix, a fait exploser la dernière once de lucidité, qui lui restait. C'était un individu sous la menace d'une prison fédérale, un type qui avait englouti les millions d'euros d'autres personnes, et qui s'entendait dire non, par une femme qu'il considérait bien en dessous de lui. Il n'a pas argumenté, il a poussé un rugissement. David a planté sa lourde chaussure en cuir sur le porche, puis a projeté toute sa carcasse de 100 kilos, contre le panneau en chêne massif. Le fracas a été assourdissant. Les épaisses vis que l'ex-policier avait forées, profondément dans le cadre, ont maintenu la gâche en place, mais le bois même de la menuiserie, a volé en éclats autour de la serrure. La chaîne a cédé, dans un claquement sec de métal qui se rompt. L'accès a explosé vers l'intérieur, me heurtant de plein fouet, au niveau de la poitrine. J'ai volé en arrière, mes bottes perdant toute adhérence, sur le parquet lisse. J'ai percuté le sol violemment, le souffle expulsé hors de mes poumons, dans un hoquet douloureux. Avant même que je puisse rouler sur le côté, l'attaquant était déjà à l'intérieur. La mémoire musculaire a pris le relais. Combat rapproché, ou CQC. Mon cerveau a analysé la menace. Hostile à l'intérieur du périmètre. Distance, moins d'1 mètre. Ligne de tir dégagée. Ma main droite s'est précipitée, vers le creux de mes reins, pour dégainer l'arme de poing. Mais, dans cette fraction de seconde précise, l'espace d'un battement de cœur, la part civile de mon esprit s'est mise à hurler. C'est ton beau-frère. Tu es dans ton propre salon, et non sur un champ de bataille. Ce fut une hésitation fatale. Une milliseconde, de pure sentimentalité civile. J'ai interrompu mon mouvement, pour bloquer le coup à la place. L'homme, lui, n'a pas hésité. Il n'était pas limité par la moindre moralité. Il se battait pour préserver sa liberté. Il a laissé tomber tout son poids mort, exactement sur ma cage thoracique. Son genou s'est enfoncé avec une force écœurante, clouant mon épaule gauche, contre les lattes du plancher. Crac. 3 de mes côtes ont cédé sous la pression. La douleur n'a pas été aiguë. Ce fut une immense vague aveuglante, une agonie chauffée à blanc, qui a totalement paralysé mes poumons. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus crier. Son poing s'est abattu sur moi, tel un marteau. La lourde chevalière en or, de sa main droite, m'a frappé de plein fouet, sur la ligne de la mâchoire. Le choc a ébranlé mon crâne, projetant un flash de parasite, à travers mon champ de vision. Un sang chaud, et épais, a immédiatement inondé ma bouche, avec un goût prononcé de rouille, et de vieilles pièces de monnaie. J'ai jeté mon bras droit en l'air, essayant d'atteindre sa gorge, cherchant un point de compression. Mes doigts se sont enfoncés dans son col, mais je manquais cruellement d'effet de levier. Il était beaucoup trop lourd. Les os brisés, m'avaient volé toute ma force abdominale. Le colosse s'est débattu frénétiquement, sa main libre cherchant à tâtons, n'importe quel objet susceptible de lui servir. Ses doigts ont trouvé le manteau de la cheminée.
Ses larges phalanges se sont refermées, autour de la base de la lourde statue en bronze massif du soldat inconnu, celle-là même que papa avait reçue, de l'association locale des vétérans. David l'a arrachée de son socle, puis l'a soulevée très haut, au-dessus de sa tête. Le métal a brillé dans la lumière matinale, qui filtrait par la vitre. Ses yeux étaient exorbités, l'homme était devenu complètement fou. Il n'y avait plus aucun retour en arrière possible. Il allait m'enfoncer la boîte crânienne. J'ai tourné la tête, crachant une gorgée d'hémoglobine sur le sol, tout en luttant pour ramener ma main vers ma ceinture. Ma vue s'est verrouillée sur l'encadrement de la porte. L'aînée. Elle avait franchi la boiserie éclatée. Elle ne criait pas, pour lui ordonner d'arrêter. Elle ne sortait pas son téléphone en panique, pour appeler les secours. Elle se tenait parfaitement immobile, son sac de marque accroché à l'avant-bras. Les bras croisés, sur son pull en cachemire de luxe. Elle me regardait de haut, sa propre petite sœur, en train de se vider de son sang sur le parquet. Ses yeux étaient morts, lisses, incroyablement calculateurs, semblables au regard d'un boucher jaugeant un morceau de viande sur son billot. Elle ne voyait pas un être humain. Elle voyait une simple signature, sur un acte notarié. Elle voyait son ticket de sortie gratuit, pour éviter la casse-prison. « Achève-la, David » a déclaré Clara. Sa voix n'a pas tremblé d'un pouce. Elle était parfaitement égale, d'une froideur glaçante. « Débarrasse-nous d'elle pour de bon, et tout sera fini. » Avez-vous déjà plongé votre regard, dans celui de quelqu'un que vous aimiez, pour réaliser qu'il était complètement vide à l'intérieur? Si vous connaissez l'horreur absolue de voir un membre de votre fratrie, montrer sa véritable nature de sociopathe, lorsque de l'argent est en jeu, faites-le moi savoir. Laissez le mot trahison, dans les commentaires, juste en dessous. Cliquez sur le pouce en l'air, et abonnez-vous. Vous devez entendre comment tout cela se termine. Le beau-frère a laissé échapper un grognement guttural, ses muscles se contractant, alors qu'il s'apprêtait à abattre le lourd buste de métal sur mon visage. Je me suis préparé à l'impact, mes doigts parvenant enfin, à se refermer sur la crosse glacée de mon arme de poing. Mais la statue n'est jamais tombée. Le verre épais de la fenêtre de façade a volé en éclats vers l'intérieur, dans une explosion massive de bruit et de débris coupants. Police! Lâchez l'arme. Lâchez-la immédiatement. Le fracas de la pompe du fusil de chasse, qu'on armait, a résonné tel un coup de tonnerre dans la petite pièce. L'épais vitrage s'est effondré avec violence. Une pluie d'éclats dentelés s'est abattue sur le parquet. Mon agresseur s'est figé. La relique en bronze planait à quelques centimètres seulement de mon crâne, ses bras épais verrouillés en plein vol. Elivan a franchi le cadre détruit, écrasant les morceaux coupants, sous ses lourdes bottes de chantier. Il ne ressemblait plus du tout à un vieux retraité. Il avait l'allure du vétéran du bureau du shérif, fort de 30 ans de carrière, qu'il était réellement. Sa posture était large, les épaules parfaitement alignées. Ses deux mains étaient levées. Dans la droite, un revolver Smith & Wesson de calibre 357 Magnum, pointait en plein centre de la poitrine du fraudeur. Le chien était déjà armé. Dans sa main gauche, il tenait son téléphone portable, bien haut. Le voyant rouge d'enregistrement clignotait de façon régulière. « Lâche ça » a ordonné le shérif. Sa voix n'a pas eu besoin de crier. Elle n'a pas tremblé. C'était le timbre plat et menaçant d'un individu totalement préparé à presser la détente. Toute la couleur a quitté le visage du criminel, le laissant d'un gris pâle, presque maladif. Il a regardé l'imposant canon du Magnum, puis la lumière rougeoyante de l'appareil électronique. Le trophée de guerre a glissé de ses doigts, percutant le sol avec un bruit sourd et mat. La manipulatrice a reculé, jusqu'à ce que ses omoplates heurtent le mur. Le masque froid et si calculateur, qu'elle portait 10 secondes auparavant, s'est brisé en 1000 morceaux. Une panique à l'état pur a inondé son regard. À l'extérieur, le hurlement des sirènes de police a déchiré l'air matinal, devenant plus fort à chaque seconde. Mon ami n'avait pas seulement pris sa voiture. Il avait prévenu les renforts, à la seconde même où j'avais envoyé mon texto. 10 minutes plus tard, la propriété grouillait d'uniformes. J'ai été chargé sur un brancard, crachant le dernier filet de sang, au goût de cuivre, de ma bouche. Alors que les ambulanciers me faisaient passer, devant l'allée principale, j'ai tourné la tête. 2 adjoints étaient en train de fouiller la voiture allemande de luxe. Ils ont ouvert le coffre.
Posés directement sur la roue de secours, se trouvaient 2 énormes sacs de sport, bourrés à craquer de vêtements, ainsi qu'une lourde mallette verrouillée en acier. L'un des agents l'a forcée, avec un pied de biche. À l'intérieur, de très épaisses liasses de billets de 100 € étaient empilés. Ils n'étaient pas venus pour me faire peur. Ils étaient venus pour me tuer, réclamer l'héritage, puis prendre la fuite. Je me suis réveillé, dans une chambre d'hôpital stérile. L'odeur agressive de l'iode et de l'eau de javel me brûlait les narines. Le bip constant et régulier du moniteur cardiaque suivait mon pouls. Ma poitrine était fermement bandée. 3 côtes cassées, une micro-fracture à la mâchoire et une légère commotion cérébrale. Ellie était assis sur une chaise en plastique dur, dans le coin de la pièce, lisant un livre de poche usé. Je n'ai pas gémi. Je n'ai pas versé de larmes. J'ai appuyé sur le bouton pour relever la tête de mon lit médicalisé. Ellie. Ma voix était éraillée, rugueuse comme du papier de verre. Il a refermé son roman et s'est mis debout. La vidéo, ai-je dit, en le fixant droit dans les yeux. Tu l'as eu? Il a hoché la tête, une seule fois. J'ai tout capturé, Bella. Clair comme de l'eau de roche. Le son y est aussi. J'ai remis le fichier brut, directement à l'inspecteur en charge. C'est sécurisé dans la chaîne des scellés. Le poids lourd et suffocant que je portais sur mes épaules depuis 3 mois, a enfin commencé à se fissurer. La vérité n'était plus entre mes mains, elle était enfermée dans un coffre-fort numérique. Mais l'enregistrement d'une agression n'était pas suffisant. Je n'allais pas me contenter d'une simple plainte pour coups et blessures. Je voulais les voir enterrés, 6 pieds sous terre. J'ai ignoré la douleur vive et lancinante de mes lésions osseuses. Je suis passé en mode tactique. J'ai besoin d'un bloc-notes juridique, lui ai-je demandé. Et d'un stylo. Bleu ou noir, peu importe. L'homme n'a pas discuté. Il est sorti vers le poste des infirmières, et est revenu quelques instants plus tard, avec le carnet à page jaune demandé, ainsi qu'un bic basique. J'ai fait claquer la pointe. Le son fut particulièrement net, dans cette pièce silencieuse. Je n'ai pas rédigé les pages d'un journal intime. Je n'ai pas décrit à quel point je me sentais trahi. J'ai construit une chronologie stricte, un véritable rapport d'après-action. Point numéro 1, le 4 octobre, les funérailles, suivi de la demande immédiate de liquidation des biens. Point numéro 2, le 6 octobre, le livre de compte, preuve d'une extorsion financière à long terme. Point numéro 3, le 7 octobre, l'appel téléphonique de mon contact financier. Mobile formellement établi, inculpation fédérale imminente pour escroquerie, et insolvabilité totale. Point numéro 4, les appels silencieux à 3 heures du matin, l'annonce de vente sur Internet, et les diverses opérations psychologiques. Point numéro 5, le guet-apens organisé au restaurant. La diffamation publique. La tentative d'établir un faux récit, d'une démence provoquée par le traumatisme militaire. Point numéro 6, l'effraction, l'agression physique, et le coffre rempli d'argent et de bagages, indiquant un risque de fuite extrême. J'ai écrit pendant 2 heures d'affilée. Mon écriture était tranchante, saccadée, et j'appuyais très fort sur le papier, tout comme la plume de mon père, dans son livre de bord. Quand j'ai eu terminé, je tenais 9 feuillets de preuves documentées et chronologiques, une chaîne d'événements parfaite et ininterrompue, prouvant qu'il ne s'agissait nullement d'une dispute familiale, qui aurait dégénéré. C'était un complot prémédité, froidement calculé, dans le but de commettre un meurtre, à des fins d'enrichissement. La lourde porte de ma chambre médicalisée s'est ouverte en grand. Alistair Finch est entré, l'avocat en charge de la succession. Il avait l'air plus vieux, bien plus fatigué que lors de sa visite à la maison, portant toujours sa mallette en cuir usé. Capitaine Hart, a commencé le juriste, en retirant son manteau. La police m'a contacté. Je suis venu dès que j'ai appris la nouvelle. Je n'ai pas échangé la moindre banalité. J'ai arraché les feuilles du carnet, et les lui ai tendues. Lisez ceci, ai-je exigé. L'homme de loi a mis ses lunettes de lecture. Il s'est tenu près de la fenêtre, feuilletant les pages couleur paille. La pièce était silencieuse comme la mort, à l'exception du bourdonnement de l'électrocardiogramme, et du bruissement du papier. Il a lu chaque ligne, sans exception. Il a recoupé les dates. Il a compris le schéma d'ensemble, le véritable motif, et la façon dont l'exécution était préparée. Lorsqu'il a atteint la conclusion,
il a lentement abaissé le calepin. Il a retiré ses montures, les a pliées soigneusement, et les a glissées dans la poche de sa veste. Il m'a regardé, et pour la première fois depuis notre rencontre, l'avocat prudent et épuisé, avait totalement disparu. Il ressemblait maintenant à un requin, à qui l'on venait de tendre un seau rempli de sang. Finch a tapoté l'épaisse liasse de documents, contre sa cuisse. « Capitaine », a-t-il affirmé, sa voix tombant dans un registre froid, et extrêmement dur. Nous ne nous battons plus du tout pour une maison. Nous allons les clouer au pilori, pour tentative d'assassinat. 7 mois plus tard, au palais de justice de la région. L'air à l'intérieur, fleurait bon la cire industrielle pour les sols, le café trop vieux, et le chêne ancien. Je n'ai pas porté de tailleur civil, pour aller témoigner. J'ai revêtu mon uniforme de service de l'armée. Ma tenue de cérémonie bleue. Les boutons en laiton du veston, étaient polis jusqu'à devenir de véritables miroirs. Les rubans décoratifs sur ma poitrine, étaient parfaitement alignés, mesurés au millimètre près. J'ai remonté l'allée centrale, mes chaussures claquant de manière nette, et rythmée, contre le linoléum. J'ai pris place, derrière la table du procureur. De l'autre côté de la salle, se tenaient les 2 prévenus. Ils ne ressemblaient plus du tout, à l'élite de la classe supérieure. La prison du comté, les avait complètement dépouillés de leur armure mondaine. La combinaison orange du criminel, pendait lâchement sur ses épaules affaissées, et rétrécies. Sa femme portait un chemisier terne, et froissé. Son avocat commis d'office, l'avait probablement déniché dans un bac de dons. Ses cheveux étaient un vrai désastre, les racines foncées apparaissant à travers cette teinture blonde si coûteuse, qu'elle n'avait plus les moyens d'entretenir. Le faux empire, avait été réduit en cendres. Ma simple présence dans cet habit militaire, assise avec une colonne vertébrale parfaitement droite, écrasait le peu de fausse dignité, qu'il leur restait. L'interrogatoire principal fut une frappe chirurgicale. Mon représentant, et le procureur, ont exposé la chronologie des événements, d'une manière irréprochable. Puis est venu le contre-interrogatoire. L'avocat de la défense s'est avancé, les cheveux gominés, portant un costume qui valait plus cher qu'un véhicule d'occasion. Il s'est appuyé sur le lourd pupitre en bois, arborant un masque de profonde inquiétude. « Capitaine Hart », a-t-il commencé, sur un ton creux, et extrêmement condescendant. Les zones de guerre changent les gens. N'est-il pas vrai, que les vétérans reviennent souvent de leur déploiement à l'étranger, avec des traumatismes graves, et parfois non diagnostiqués? Du stress post-traumatique. Objection, a rétorqué le procureur, en se levant d'un bond. Pertinence, quant à l'état d'esprit, votre honneur, a contré l'homme en costume, faisant un geste vague dans ma direction. Je cherche à établir que ce militaire, formé au combat létal, a réagi de manière excessive à une simple dispute familiale, faisant ainsi dégénérer la situation vers la violence. Il déroulait exactement, le scénario du rosies dîner. C'était leur ultime manœuvre désespérée, tentant de retourner mon service contre moi, de dépeindre le soldat comme étant l'agresseur fou, afin de sauver ses clients des barreaux de la prison. Le magistrat m'a regardé, par-dessus ses lunettes. Je l'autorise. Vous pouvez répondre, capitaine. Je n'ai pas accordé un regard, à la défense. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'ai tourné la tête, et j'ai verrouillé mon regard, directement sur le box des jurés. 12 citoyens ordinaires, un mécanicien avec de la graisse encore visible sous les ongles, un professeur des écoles, un chef d'équipe, des cols bleus qui travaillaient dur pour gagner leur vie. J'ai gardé ma voix parfaitement neutre. Aucune once de colère, aucune attitude défensive, juste la vérité absolue, et inébranlable. L'armée m'a appris à opérer, au sein d'une zone de guerre, ai-je déclaré, ma voix portant clairement à travers la salle silencieuse. Ils m'ont enseigné comment identifier formellement, une menace. Ils ne m'ont jamais appris, à en créer une de toutes pièces. Le juriste de la partie adverse a ouvert la bouche, pour m'interrompre. Je ne lui en ai pas laissé l'occasion. J'ai passé 12 mois pleins, dans un environnement hautement hostile à l'étranger. J'ai vu le pire absolu, de ce que les êtres humains peuvent s'infliger les uns aux autres. Je n'ai pas ramené cette violence, à la maison. J'ai levé ma main gauche, la plaçant à plat contre le côté de ma cage thoracique, juste au-dessus de l'endroit exact où le genou de l'agresseur avait brisé l'os. La douleur sourde était encore présente, un rappel purement physique de la trahison. Les seules cicatrices que je porte aujourd'hui, ne proviennent pas d'un combattant ennemi, sur un quelconque champ de bataille.
Elles proviennent de mon propre salon, infligées par les personnes assises juste là. J'ai pointé un doigt ferme, et assuré, vers le couple. Ils sont venus me prendre la vie, uniquement pour éponger leurs propres dettes. Le tribunal est devenu silencieux, comme un tombeau. On pouvait entendre le faible bourdonnement de l'unité de climatisation suspendue. L'avocat de la défense a dégluti difficilement, a ramassé son bloc-notes, et s'est éloigné de la barre. Je n'ai plus de questions. Ensuite, l'accusation a diffusé la bande vidéo. Les lumières ont été tamisées. Les images provenant du téléphone d'Ellie ont été projetées sur le grand écran plat, fixé sur le mur lambrissé. Le visuel était tremblant au début, mais l'enregistrement audio était limpide. L'assemblée a été forcée d'écouter, le craquement humide et écœurant, du poing percutant ma mâchoire. L'audience a entendu ma respiration saccadée, et étouffée par le sang, résonner à travers les haut-parleurs. J'ai observé mon bourreau, à la table des accusés. Il s'est enfoncé plus bas dans son siège, fixant le parquet, physiquement incapable de se regarder agir sur l'écran. Et puis est venue la sentence finale. La voix de sa compagne, résonnant froide, égale, et entièrement dépourvue d'âme. Achève-la, David. Débarrasse-nous d'elle pour de bon, et tout sera fini. Une femme au premier rang des jurés, a eu un mouvement de recul très physique, plaquant une main sur sa bouche. Un lourd halètement collectif a parcouru les bancs du public. La vérité n'était plus une simple théorie. Elle était exposée juste là, en haute définition. Il a fallu moins de 2 heures au jury, pour délibérer. 120 minutes pour mettre fin à toute une vie de mensonges. Lorsqu'ils sont retournés à leur place, l'air dans la pièce semblait assez épais, pour être coupé au couteau. Le président de l'Assemblée s'est levé. Il tenait un simple bout de papier. Il n'a même pas jeté un regard vers le banc de la défense. Il a fixé directement le magistrat. Sur le chef d'accusation de complot, en vue de commettre un assassinat, nous déclarons les accusés coupables. Le juge a abattu son marteau en bois. Le bruit a claqué, comme un coup de fusil. Il s'est penché par-dessus son pupitre, toisant le couple de criminels, avec un dégoût pur et total. Durant toutes mes années passées sur ce siège, j'ai très rarement vu un comportement parasitaire, aussi bien calculé. Vous êtes une honte absolue. 2 huissiers du comté sont intervenus dans la seconde. Le lourd cliquetis métallique, des menottes en acier inoxydable, se refermant sur les poignets de ma sœur, a couvert les murmures du public. Ils l'ont hissée sur ses pieds. Alors que l'officier la tournait vers la porte latérale, la prisonnière a regardé par-dessus son épaule. Elle a plongé ses yeux dans les miens. Son regard était grand ouvert, et terriblement vide. Il n'y avait plus d'argent, plus de maison, plus la moindre manipulation possible. Juste des murs en béton, et des toilettes en acier, pour le restant de ses jours. Je n'ai pas esquissé l'ombre d'un sourire. Je n'ai pas triomphé. J'ai levé la main, j'ai passé mon pouce sur le bouton doré de mon col, pour m'assurer qu'il était parfaitement aligné, puis je lui ai tourné le dos. La guerre physique était officiellement terminée. L'ennemi avait été anéanti. Mais alors que je franchissais les lourdes portes à double battant du tribunal, sortant sous le soleil éblouissant de l'après-midi, une réalisation glaciale s'est installée dans mes tripes. La forteresse était sauve. Le périmètre était totalement sécurisé. Mais que diable étais-je censé faire, du silence assourdissant qui régnait à l'intérieur? J'ai garé mon pick-up, dans l'allée. Le gravier a crissé sous les pneus. Cela faisait 48 heures, que le marteau était tombé, dans cette salle d'audience de région. J'ai mis le levier de vitesse sur la position parking, et je suis resté assise là, 1 minute entière, fixant l'horizon à travers le pare-brise. Je m'attendais à ce que la propriété ressemble encore à une scène de crime. Je pensais retrouver le bois éclaté de l'entrée, ainsi que les éclats de verre de la baie vitrée. Tout avait disparu. La porte principale avait été entièrement réparée. Du chêne massif, soigneusement teinté, et verni. La vitre brisée avait été remplacée par un vitrage épais, tout neuf. Je suis sorti de l'habitacle. Le parfum ambiant m'a frappé, avant même que mes semelles ne touchent la première marche de l'escalier. Ce n'était plus la puanteur suffocante, et pourrie des fleurs d'enterrement, dont la manipulatrice avait infesté les lieux, quelques mois plus tôt. L'odeur était douce, pure, exhalant la terre fraîchement retournée, et les pétales en pleine floraison. J'ai regardé tout le long de l'allée d'accès. Une douzaine de rosiers jaunes
avait été planté dans la terre sombre, s'étirant jusqu'aux marches du perron. Je suis entré. La maison était absolument impeccable. Les éraflures sur le parquet, là où les bottes de l'assaillant m'avaient cloué au sol, avaient été polies et effacées. Les taches de sang avaient été récurées. Posée sur le comptoir central, se trouvait une simple enveloppe blanche. Je m'en suis emparé. À l'intérieur, un petit mot manuscrit, rédigé sur le dos déchiré d'un ticket de caisse de restaurant. Nous ne savions pas. Nous aurions dû comprendre. Dire pardon ne suffit pas, mais votre porte est réparée. Rosie, Mike de la quincaillerie, et le reste du quartier. Ils avaient goébé les mensonges de ma sœur. Ils m'avaient jugé sans pitié. Mais les gens de la classe ouvrière ne s'excusent jamais avec des mots vides de sens. Ils demandent pardon avec leurs mains rugueuses et un dur labeur. Ils avaient restauré le périmètre. Je ne pouvais cependant pas me réparer moi-même. Je me tenais au beau milieu de la pièce, serrant fermement ce morceau de papier gras entre mes doigts. Ma mâchoire s'est contractée. L'armée m'avait enseigné à encaisser une balle, à supporter les coups, à endurer la douleur. Mais elle ne m'avait jamais appris à accepter la grâce ou le pardon. Je n'ai pas sangloté. J'ai simplement fermé les yeux. Et pour la deuxième fois depuis le décès de papa, j'ai laissé une larme silencieuse glisser sur mon visage. Une goutte d'eau dédiée à ces étrangers, qui avaient agi bien plus comme une famille que ceux de mon propre sang. 30 jours se sont écoulés. La demeure était paisible. Je suis sorti jusqu'à la boîte aux lettres, située au bout de la rue. À l'intérieur, reposait une fine enveloppe blanche, très bas de gamme. Aucune adresse d'expédition. Juste un tampon rouge, dans le coin supérieur. Département des services pénitentiaires de l'État. Courrier de détenu. L'écriture de la prisonnière. Ce n'était pas la cursive élégante et ample qu'elle utilisait autrefois pour rédiger ses invitations sur du papier cartonné pour les déjeuners mondains. L'encre était précipitée, brouillonne, la calligraphie d'un animal enfermé dans une cage. Je suis retourné à l'intérieur, je me suis assis au bar de la cuisine, puis j'ai déchiré le haut de la lettre. 2 pages de papier carcéral ligné, presque translucide. Je n'ai ressenti aucune montée d'adrénaline. Ma fréquence cardiaque est restée parfaitement stable, à 60 battements par minute. J'ai lu les mots, avec le détachement glacial d'un officier, examinant une missive interceptée. Bella, je t'en prie, tu dois m'écouter. David a complètement perdu la raison. J'étais terrifié par lui. La pression financière l'a brisé, et il m'a forcé à le suivre dans son délire. Je n'ai jamais voulu qu'il te fasse le moindre mal. Tu es ma petite sœur chérie. J'étais en état de choc. Ce matin-là. Tu dois absolument me croire. La commission des libérations conditionnelles révise les peines des complices non violents dès l'année prochaine. Une lettre de ta part. Une déclaration de pardon adressée au comité. Cela me sauverait littéralement la vie. S'il te plaît. Bella. Nous sommes du même sang. J'ai arrêté ma lecture. J'ai posé le document sur le granit froid du plan de travail. Aucune responsabilisation, aucun remords sincère. Elle ne regrettait absolument pas d'avoir essayé de me faire assassiner. Elle était juste navrée de s'être fait prendre. Elle avait jeté son mari sous un bus, sans la moindre hésitation, et cherchait toujours à dénicher une nouvelle veine à exploiter. La manipulatrice essayait encore de me retourner le cerveau, depuis l'intérieur d'une cellule en béton armé. La société civile vous dicte de pardonner. Les gens vous disent de passer à autre chose, d'oublier, parce que s'accrocher à la colère serait toxique, parce qu'il reste de la famille. C'est un mensonge pur et simple. Le pardon, sans aucune remise en question, n'est qu'une invitation formelle à recevoir un nouveau poignard dans le dos. Je n'ai pas attrapé de stylo. Je n'ai rédigé aucune réponse. J'ai ramassé les 2 feuilles de papier, et je me suis dirigé vers le séjour. La lourde cheminée en fonte était glacée. J'ai froissé le courrier ligné, pour en faire une boule compacte, puis je l'ai jeté sur la grille de l'âtre. J'ai saisi une longue allumette en bois, posée sur le manteau, je l'ai frottée contre la brique, et je l'ai laissée tomber. Le support bas de gamme s'est enflammé en un clin d'œil. Les flammes orangées se sont enroulées autour de l'encre bleue. Le feu a dévoré ses mensonges, ses tentatives de manipulation,
ainsi que ses excuses bidons. Je suis resté planté là, regardant le papier se recroqueviller et noircir, jusqu'à ce que le brasier ne s'éteigne, ne laissant plus que des cendres grises et très friables. La frontière était désormais établie. Un mur permanent, fait de béton et de silence. Ce parasite était mort, à mes yeux. Je me suis retourné, pour contempler le salon. Les lourdes gâches en acier de mon ancien protecteur, étaient solidement fixées sur les cadres. Les caméras filmaient chaque recoin, à l'extérieur. Le périmètre était infaillible, à l'épreuve des balles. Mais alors que je me tenais au milieu de la pièce, écoutant le faible bourdonnement du réfrigérateur, et le tic-tac de l'horloge murale, une prise de conscience brutale, a pesé lourdement sur ma poitrine. Ce silence n'avait rien d'apaisant. Il sonnait creux. J'avais passé un trimestre entier, à traiter la demeure paternelle comme une base opérationnelle avancée, à la défendre, à saigner pour elle. À présent que l'ennemi était neutralisé, je n'étais plus qu'un fantassin montant la garde, au-dessus d'un bunker totalement inhabité. Une forteresse sans aucune mission, n'est rien d'autre qu'une prison, que vous bâtissez de vos propres mains. Je ne m'étais pas battu pour ma survie, simplement pour rester assise toute seule, dans une pièce silencieuse, pour le restant de mes jours. J'avais besoin d'un nouvel objectif. Je me suis avancé vers la sortie arrière, j'ai déverrouillé le loquet, puis j'ai mis le pied dans le jardin balayé par le froid. J'ai traversé l'herbe morte, en direction du garage détaché de la bâtisse principale, l'atelier de menuiserie de papa. Je n'y avais pas mis les pieds, depuis le jour de son décès. J'ai empoigné la grosse poignée en fer, j'ai repoussé la lourde porte coulissante sur son rail rouillé, puis j'ai cherché l'interrupteur à tâtons. Les néons fluorescents ont clignoté, avant de s'allumer. Les effluves de pain vieilli, d'huile de moteur, et de sueur, m'ont heurté comme une véritable vague physique. Les outils électriques encombrants, se trouvaient exactement là où il les avait laissés. Mais, trônant en plein centre de son immense établi en chêne, et recouverte d'une fine couche de poussière, se trouvait une petite boîte en cèdre, sculptée à la main. Je m'en suis approché. J'ai balayé les résidus de bois du couvercle, du bout du pouce. Mon prénom, y était gravé dans la matière. Je me tenais au centre de l'atelier de l'artisan. L'air y était lourd, sentant le cèdre ancien, l'huile de machinerie épaisse, et le béton froid. J'ai repassé mon doigt, sur les lettres taillées du coffret, posées sur le plan de travail. Bella. J'ai fait sauter le loquet en laiton. Il a émis un déclic un peu raide. À l'intérieur, il n'y avait ni liasse de billets, ni relevé bancaire dissimulé. Reposant sur un morceau de feutrine usée, se trouvaient les vieilles plaques d'identité militaire de mon père, datant de son déploiement au Vietnam. Elles étaient posées, juste à côté des barrettes de lieutenant doré, issues de ma propre cérémonie de remise des galons. Cachée sous le métal, se trouvait une unique feuille de papier à carreaux épaisses, son écriture nette, pressée avec force contre la page. Bella, une maison n'est faite, que de planches de bois et de clous. Mon véritable héritage, ce n'est pas cette bâtisse. C'est le soldat en train de lire ce mot. Construis ton propre périmètre, ma grande. J'ai fixé la feuille quadrillée. Le ressort si tendu à l'intérieur de ma poitrine, celui-là même qui avait été remonté jusqu'au point de rupture depuis des mois, s'est finalement brisé. Cette réalisation m'a foudroyé, comme un coup de poing dans le ventre. J'avais dépensé toute mon énergie, à protéger une forteresse qui ne nécessitait plus d'être défendue. Je montais la garde, devant un vulgaire musée. Si je restais dans ce logis sans âme, à faire les 100 pas sur le parquet, et à vérifier chaque nuit, les verrous en acier posés par Ellie, je n'honorerais pas la mémoire de mon père. Je m'enfermerais simplement moi-même, dans la tombe que l'aîné de la famille, avait creusée pour moi. 4 semaines plus tard, le panneau à vendre, n'avait jamais été planté dans le jardin. J'ai refusé de laisser un quelconque vautour de l'immobilier, engoncé dans un costume bon marché, prélever une commission de 6%, sur la sueur de mon paternel. Je n'ai rien publié sur les sites d'annonces. J'ai fait passer le mot, par l'intermédiaire de l'ancien shérif, et du tableau d'affichage de l'association des vétérans. Le sergent Mike Evans, se tenait sur mon porche, par un mardi matin pluvieux. 26 ans, 2 missions de combat au Moyen-Orient. Il s'appuyait lourdement sur une canne en aluminium noir, ménageant sa jambe droite, là où un engin explosif improvisé, avait déchiqueté la majeure partie de son mollet. Son épouse se tenait juste à côté de lui, tenant dans ses bras un jeune enfant endormi, emmitouflé dans une couverture polaire. Ils avaient grand besoin d'un point de chute sûr, pour se poser.
Ils avaient besoin d'un foyer, dépourvu de taux hypothécaires prédateurs, ou d'une guerre d'enchères qu'ils ne pourraient jamais remporter. J'ai accepté le prix qu'ils me proposaient. Ce n'était qu'une infime fraction de la somme pour laquelle ma sœur voulait liquider ce bien, afin de sauver sa propre peau. Je m'en fichais éperdument. Je me tenais sur le parvis, vêtu de ma veste en toile usée, la pluie s'abattant sur les gouttières en aluminium. Je lui ai tendu la grosse clé en laiton. Le jeune homme a regardé l'objet, puis a relevé les yeux vers mon visage. Il ne s'est pas fendu d'un long discours civil, larmoyant et rempli d'émotion. Il n'a pas pleuré. Il a simplement hoché la tête, d'un mouvement lent et parfaitement délibéré. Le signe d'approbation d'un type, qui sait exactement ce que sécuriser un périmètre, signifie réellement. Prenez-la, ai-je dit, ma voix restant plate et stable par-dessus le bruit de l'averse. Ce refuge a protégé ma famille. Il a gardé les loups à bonne distance. Il est grand temps qu'il fasse de même, pour la vôtre. Vérifiez bien vos angles morts. J'ai pris mon quart, capitaine, a répondu le sergent, en prenant le métal froid de ma main. J'ai descendu l'allée, mes bottes crissant sur le gravier détrempé. Je ne me suis pas retourné vers la propriété, pas une seule fois. Je n'ai pas vendu le garage attenant. J'ai conservé l'atelier, ainsi que les 1000 mètres carrés de terrain brut, situés juste derrière. J'ai pris l'argent de la vente immobilière, cette même somme pour laquelle l'escroc était prêt à m'écraser le crâne, et j'en ai investi chaque centime, dans du béton brut, des machines-outils lourdes, et un système de ventilation industrielle. J'ai déposé les documents légaux, auprès du greffier du comté, la fondation Arthur Hart venait de naître. C'est un mardi, tôt dans la matinée. Le soleil dessine des angles durs, à travers les grandes baies vitrées, illuminant l'épaisse poussière qui tourbillonne dans l'air. Le hangar est assourdissant. Le hurlement suraigu d'une scie à table de Walt, déchirant une épaisse plaque de chêne blanc. Le choc lourd, et rythmé, d'un maillet en bois frappant un ciseau en acier. L'odeur piquante de la surfraîche, de la colle à bois, et du café en poudre. Je m'appuie contre le lourd rebord en fer de l'établi, buvant dans un gobelet jetable. Je balaie du regard, le sol en béton. 6 hommes travaillent aujourd'hui. Tous des vétérans de combat. Des gars qui sont rentrés au pays, avec les genoux en miettes, des lésions cérébrales traumatiques, et des terreurs nocturnes que les thérapeutes civils ne savent tout simplement pas comment gérer. Ils ne sont pas assis en cercle, à discuter de leurs sentiments. Ils poncent les bords rugueux, de la matière. Ils prennent du bois brut, brisé, laid, et le transforment de force en quelque chose de solide, une structure capable de supporter du poids. La thérapie par la menuiserie. L'un des types, un ancien marine nommé Jackson, arborant une cicatrice déchiquetée le long de l'avant-bras, lâche une lourde planche sur une paire de tréteaux. Il jette un œil à un autre ancien militaire, sort une blague brutale sur la coupe de travers du pauvre gars, et un rire rauque, particulièrement fort, résonne par-dessus le vacarme de l'outillage électrique. Je les observe. La glace froide qui habitait mes veines, depuis le jour des obsèques. L'engourdissement qui m'avait maintenu en vie, lorsque le genou du colosse me broyait les côtes, finit enfin par fondre, pour se mêler à la sueur jonchant le sol. Mon ancienne sœur, et son mari, pensaient que la famille se résumait à une séquence d'ADN correspondante, et à un compte bancaire commun. Ils se trompaient sur toute la ligne. La famille ne vous est pas attribuée à la naissance. Les liens familiaux se forgent, au fond des tranchées. Ce sont les personnes qui se tiennent épaule contre épaule avec vous, lorsque les tirs se rapprochent. Les individus qui vous tendent un marteau, alors que vos mains sont totalement vides. Je n'ai pas seulement survécu à une embuscade tendue dans mon propre salon. J'ai pris les cendres de la trahison de ce parasite, je les ai mélangées à du ciment, et j'ai coulé de toutes nouvelles fondations. Je prends une lente gorgée de mon café amer. Les machines rugissent. Je suis enfin à la maison. Merci d'avoir monté la garde, à mes côtés. Cliquez sur ce bouton j'aime, laissez un petit mot ci-dessous, et abonnez-vous à la chaîne, si vous croyez qu'il faut toujours riposter. À la prochaine.